Bonjour, Bonjour. bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison du podcast Euphonie. Il me semble que dans le jargon des séries télé, on dit S02, EP02. Mais aujourd'hui, c'est pas 007, c'est Thibaut Cléris qu'on accueille. C'était Oui. pas préparé du tout cette blague, hein, pas du tout préparé. Je l'ai Bonjour. inventé à l'instant. Donc je vais arrêter l'improvisation, ça c'est noté. Bonjour Thibaut, aujourd'hui nous allons parler de Digital Humanities, aussi appelé en jargon francophone humanité numérique, et non pas humanité digitale, n'est-ce Ça pas? dépend ça dépend Ça de quel dépend? continent et de quel pays tu es. Il y a des Ah, traditions différentes et y compris en France. Je crois que les Bordelais sont plutôt favorables à Humanité, digitale, alors que le reste de la France est plutôt favorable à Humanité numérique. il Mais se passe quoi à c'est un débat. Bordeaux? Ils ont pas l'Académie française à Bordeaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que ce sont des histoires de tradition. Il y a un truc avec montagne, je suis sûre. C'est obligé, Probable, certainement, probable. probablement. C'était un On les essai de leur connaît. part. Ouais, ouais, c'est un peu cannelé comme histoire, mais OK. Faut vraiment que j'arrête. Je pense C'est qu'ils voient rouge quand on commence à faire des blagues comme ça, faut faire attention. Oui, c'est sûr, mais tu sais, quand on a un peu de bouteille, on peut improviser, quoi. Je suis Bref, à court alors là. ouais, ouais, pour information, aux personnes qui écoutent, cet enregistrement a lieu un mardi, donc j heureusement que nous n'enregistrons pas un vendredi ou un dimanche, enfin, j'en sais rien, bref. Donc nous allons parler de Digital Humanities. Déjà Thibaut, avant d'entamer ce sujet, passionnant, entre personnes passionnées, qui es-tu? Eh bien écoute, qui suis-je? C'est une bonne question. Donc je suis chercheur, à l'INRIA, un type de poste qui s'appelle les Starting Research Position, et j'y suis depuis, maintenant 6 mois et c'est-à-dire que ce que je fais, je suis, chercheur en traitement automatique des langues, un truc que pas mal de gens dont pas mal de gens ont découvert l'existence il y a assez peu de temps avec ChatGPT notamment. Mais le reste, du temps, c'est-à-dire que je fais du traitement automatique des langues spécifiquement appliqué aux humanités et aux humanités dans le sens ancien, c'est-à-dire, les sciences humaines et sociales globalement et ce que ça veut dire, c'est que je gère du latin avec de l'ordinateur, je gère de l'ancien français avec de l'informatique et je gère même du français de Molière, mais pas avec l'orthographe d'aujourd'hui, avec, du Python. Voilà, petit rythme ternaire en D'accord, passant. très bien. Donc on est sur le cheval, les chevaux, les chevaux et ce genre de choses, interprétées dans tous les sens? C'est ça, tu donnes un super bon exemple, on connaît assez mal quand on ne s'est jamais, baigné dedans, le problème que posent, les anciens états de la langue, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc l'ancien français par exemple, qui est le français qu'on parle globalement du, heu, 11e siècle au 14e siècle, je vais faire une grosse taille et qui est une langue où l'orthographe n'existe pas. Donc on parle même pas Ouais. d'orthographe vu que ça n'existe pas et j'ai un collègue, qui a un tableau que j'aime beaucoup citer, où il a recensé 36 formes différentes ou 32, j'ai un doute, du mot cheval, hein et c'est assez étonnant à quel point les gens peuvent être imaginatifs, Mmh, mmh, dans mmh. la reproduction phonétique. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté où le mot cheval, pour toutes les personnes qui ont pu faire des études de lettres ou en tout cas, au niveau, à partir du niveau fac, je dirais, hem, c'est un peu emblématique de l'évolution de la langue. Tu vois, on parle de l'ancien français, j'ai tout de suite pensé à Chevaux, qui en fait, s'écrit Chevax, AX, parfois et et C'est le parfois qui est important. c'est le parfois qui est important et s'il y a des personnes qui se demandent,
pourquoi on écrit, les chevaux à UX, bah, en fait, c'est juste qu'il y a eu des évolutions dans tous les sens et un jour quelqu'un s'est dit, «On va fixer tout ça» et il y a eu des choix qui ont été faits, en fait. Ils ont été faits. C'est tout à fait Ils ont ça. été faits. Pas forcément ceux, les plus, intuitifs, dirons-nous, On mais ils dira ont été peut-être faits. même le contraire. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est très difficile d'apprendre le français aussi, mais parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont juste, parce que j'avais envie finalement dans tout ça Ah s et je suppose que dans ton métier qui est de l'analyse de langue, finalement, les technologies finalement tout ce qui est technologie d'algorithme consiste à voir des schémas et à faire des traitements de plus en plus automatisés en détectant de plus en plus de schémas. Ce que certaines personnes appelleraient, du de l'apprentissage, voilà, mais au final, si c'est le bazar, ton travail, il est assez complexe. Ouais, bah, du coup, ce qui devient de plus en plus important, en fait, c'est pas forcément, l'algorithme au final, mais la capacité, d'amasser des données qui servent d'exemple. Et en Ouais. fait, une très, très grosse partie de notre travail, quand on commence à travailler sur ces états de langue qui sont complexes, ça va être Mmh. d'accumuler des exemples et des exemples afin de produire effectivement des modèles qui soient capables de produire, des choses sensées derrière. J'ai des collègues qui travaillent dans mon équipe sur la traduction automatique de Ouais. de textes qui viennent de Twitter. C'est exactement le même problème au De final, X, de X, ouais, mais je suis un boomer. Heu et boomer de l'internet. et hem, non, plus sérieusement, c'est les mêmes enjeux. En fait, il y a des enjeux technologiques, hein, bien évidemment, sur la modélisation mathématique et cetera. Mais il y a aussi un gros enjeu de données, de qualité de données et de la capacité à faire comprendre ces données à la machine. Est-ce qu'il y a une forme de enfin, c'est une création de corpus au final et est-ce que tu dois sélectionner donc, est-ce qu'il y a des c'est pas forcément d'avoir le plus de données possible si on est sur une forme de fiabilité, mais enfin ça déjà la partie sélection, elle doit être quand même assez compliquée, de savoir ce que tu veux injecter ou pas, dans ton modèle. Ouais, mais en fait, généralement, il y a des premières phases qui sont de sélection assez larges Ouais. et ensuite, après, avec des premiers résultats, potentiellement, on va se rendre compte qu'il manque des données, de tel ou tel endroit. On parle souvent de biais, Mmh. c'est ça. Voilà, donc par exemple, je sais pas assez de données qui, sont à la première personne, et une première personne féminine, par exemple, Ouais. donc qui, induit des enjeux de reprise des pronoms, corrects et d'accord des verbes, si on parle de traduction dans le français. Alors je reste sur Twitter, hein, comme exemple là, mais Oui. donc il y a ce genre d'enjeu. Pour l'ancien français, ça peut être, j'ai beaucoup de données en picard, j'ai pas beaucoup de données, une des formes de l'ancien français, mais j'ai pas beaucoup de données en anglo-normand, et donc va falloir que Ouais. j'aille chercher des données en anglo-normand. Oui, et c'est vrai que, tu vois, typiquement sur les aspects, féminins, l'étude, tu vois, il y a plein de choses comme ça où, les analystes de littérature ont dit: «Ah bah tiens, X romans, n'ont pas de personnages féminins» ou des personnages féminins qui parlent très peu. Outre l'aspect, représentativité qui est disons, en adéquation avec l'époque, à laquelle ces choses auxquelles ces choses ont été écrites. Mais, il doit y avoir aussi, enfin moi ce que je comprends du coup, c'est l'aspect, manque d'occurrence, de ces éléments dont on aurait besoin aussi pour améliorer les modèles, c'est ça? Bah, globalement, oui, pour les modèles, c'est un problème, et effectivement, on ne peut pas inventer des occurrences qui n'existent pas. Ouais, Hem, mais on peut, toujours améliorer quand on n'arrive pas à trouver ces données, à faire ce qu'on appellerait des fausses données, des données, comment on appelle ça? Pas artificielles, mais, synthétiques, ouais. de manière à augmenter artificiellement justement,
le pool de données. Alors, pas pour en faire des conclusions historiques, parce que c'est souvent le but des humanités numériques ou littéraires, mais tout simplement pour améliorer les modèles dans leur gestion de données inconnues ensuite. Bah oui, mais ça sert à quoi les humanités numériques? Alors, on y revient, c'est vrai qu'on est parti tout de suite Ouais, là-dedans, et ça puis sert à quoi? alors les humanités numériques, c'est très difficile de dire que il y a une définition. Tout le monde voit un peu ça midi à sa porte avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner la mienne. Les Ouais, humanités numériques, c'est le traitement numérique de questions de recherche en sciences humaines et sociales. Euh, Questions de recherche ou questions pédagogiques. Je vais introduire la notion de pédagogie aussi dedans. Et c'est-à-dire, alors, je vais te donner un petit peu les exemples de mes travaux à ce moment-là, de trouver des questions où la mémoire humaine, par exemple, ou la capacité à analyser de grandes masses de corpus, ou la capacité humaine à voir des détails qui sont difficiles à trouver, va être faillible, ou en tout cas va produire des biais qui sont particuliers. Et donc, d'aller trouver de nouveaux outils, qui sont des outils statistiques ou d'apprentissage machine, ouais, et de construire ces outils pour répondre en partie à ces questions, avec d'autres biais. Attention, c'est pas parce qu'on va utiliser un outil informatique qu'il n'y aura pas de biais, c'est juste que les biais seront différents de ceux de la faillibilité de la mémoire humaine ou de l'incapacité de voir certains signaux. Il y a des gens qui disent que globalement la machine est assez bonne à trouver pour trouver des signaux et l'être humain à les expliquer. Et globalement, c'est un peu là que les humanités numériques peuvent se placer. Et l'autre endroit où où elles peuvent se placer, pardon, c'est l'aide à l'ingénierie autour des sciences humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie des sciences humaines? C'est par exemple comment mettre à disposition 50 000 textes pour que les gens puissent chercher à l'intérieur. Et comment on fait des choses qui soient partageables et interopérables, c'est-à-dire utilisables par tout le monde, avec plusieurs types de logiciels. Euh, et ça, c'est une autre partie des humanités numériques, en tout cas, qui m'intéresse bien. mais les humanités, alors, pour rappel, les humanités sont des disciplines, enfin, humanité, c'est un terme qui englobe un ensemble de disciplines, qui traditionnellement vont être, je vais dire tout ce qui est de l'ordre de la littérature, études de la langue, histoire, sociologie, anthropologie, ce genre de tout ce qu'on trouve dans l'UFR, lettres, langues, recherches sciences humaines. Mais ouais, et donc là, Philosophie, philosophie aussi, ouais. philosophie. Ce qui est un peu, de l'ordre de ce qui va être écrit à un moment donné, écrit, développé, étudié, analysé, et qui n'est pas de l'ordre, il y a parfois on oppose, sciences dures et sciences molles, ce qui sont des termes que j'aime pas trop, qui sont un peu datés, on va dire, mais on va dire que les humanités, c'est un peu le terme bien qui fait bien en société pour, les sciences molles, quoi. Ouais, c'est surtout un terme qui, en France, est un peu suranné à la base, puisque c'était le Oui, terme qu'on utilisait plutôt au 19e siècle ou au début du 20e siècle en disant qu'on allait faire ces classes d'humanité ou ces ou humanités. ces humanités. Pantagruel a fait ses humanités. Heu, Et c'est resté dans la langue mmh, anglo-saxonne. Donc, quand ils ont commencé mmh, à utiliser le terme de digital humanities, on a importé le oui, terme. On a réimporté le terme humanité. Nous, c'est vrai qu'on dit plutôt sciences humaines et sociales. oui. Euh, Mais c'est vrai, mais je me rappelle d'un passage comme ça de Gargantua, enfin, de Pantagruel où tu as des ce côté, il va étudier, faire ses humanités et il va à la Sorbonne, faire ses humanités, et tu as un truc un peu faire ses classes, quoi. c'est ça. Faire ses C'est classes intellectuelles à la Sorbonne. à la Sorbonne. Bah, il y avait parce qu'en fait, c'est parce que ça m'avait marqué que ah oui, c'est vrai qu'il y avait déjà la Sorbonne à cette époque, à l'époque du moyen français, n'est-ce pas? Heu,
J'ai Ouais, un je crois, doute hein, sur le fait que ce il me soit pas semble. la période ancien français pour le coup. Je crois que c'était limite, limite, mais moi j'ai plus du souvenir de moyen français, à titre, ah non, peut-être ancien français, tu 1257. raison. Donc, du coup, C'est ancien? on est encore en ancien français, parce que je crois que la date ISO, c'est 1350. Tra là là. Non Mais c'est mais tout à fait je discutable, hein. c'est tout à fait non mais en fait moi ce que j'aime bien c'est, dans cet épisode en fait, c'est le fait qu'on va, enfin c'est un peu ce qu'on recherche avec, ce projet Euphonie, mais d'aller, aller dans des domaines, un peu nerd qui sont, des domaines un peu nerd qui sont, oubliés et Vous avez frappé à la bonne porte. et que non mais c'est aussi que enfin j'aime bien l'idée que chaque domaine finalement, chaque discipline a son niveau de nerdisme potentiel. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est ça me stimule quoi. Mais, surtout sur les langues et enfin sur le domaine des langues, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça mérite en fait d'être, les humanités numériques méritent d'avoir une meilleure, visibilité, heu, pas uniquement parce que c'est potentiellement trendy, ça l'a pas toujours été. Je trouve qu'il y a un peu un revival, ces derniers temps, enfin, disons depuis 4-5 ans où il y a comme s'il y avait une hype, parce qu'il y a eu des en France en tout cas, des, initiatives de type, pousser l'intelligence artificielle, pousser le machine learning, orienter l'innovation et donc les humanités numériques, enfin les personnes qui, peuvent se greffer à ça, finalement, ça a ouvert des portes, notamment pour les personnes qui faisaient des humanités, de trouver des financements, dans leurs recherches pour avoir pour en disant qu'ils faisaient de l'humanité numérique. Hem, Comme dans tous les domaines, parfois ils en font pas tellement, hein, c'est du marketing aussi. Mais, je pense vraiment enfin, tu vois, tu as donné ta définition des humanités numériques. Moi, j'ai un peu la mienne, qui est plus, qui vient d'un parcours différent. Enfin, parce que, pour le contexte, Thibaut et moi, on se connaît depuis moi-même étant Sipayouambé, je me suis pas du tout présentée. Hem, Thibaut, Cléris et moi-même, Sipayouambé, nous nous connaissons depuis 2005-2006, par là. Et c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. J'avais une Freebox, 2048, un truc comme ça et J'étais chez ouais, Zawell. tu ouais, ouais, ouais et bref et donc on a eu des parcours, relativement, différents, enfin, on va dire plutôt parallèles et qui de temps en temps se sont recroisés et là, finalement, cet épisode de podcast, il est né comme ça, c'est qu'on a continué à avoir des enfin, c'est ma vision de notre relation Thibaut, hein, tu peux dire toute autre chose. Je sais pas, je suis Mais, invité, donc normalement je me tais et puis j'acquiesce. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on a eu des parcours parallèles et je pense que le fait qu'on ait des parcours parallèles, mais avec des centres d'intérêt qui sont finalement communs ou en tout cas dans des objectifs communs, fait qu'on a un peu toujours quelque chose à se dire globalement. Outre le fait, «Comment ça va? Comment va ton chien?» Ce genre de trucs. D'ailleurs, et là, il dort, voilà. Mais, mais tu vois, moi, ma définition des humanités numériques, enfin, il faut voir comment moi j'ai rencontré, en fait, des humanités numériques. Ma rencontre avec les humanités numériques, ont été que j'ai toujours eu un intérêt pour l'aspect web et et un peu un intérêt pour les usages du web, qu'en faisons-nous et cetera. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, les humanités numériques, ce qui fait que je suis partie de cette idée, ah oui, on peut faire de la sociologie, de l'anthropologie et cetera, mais la partie numérique s'est greffée dessus comme étant, un champ d'étude, de dire: «OK, maintenant j'ai du numérique, j'ai de l'internet, qu'est-ce qui se passe?» mais aussi, un outil ou un outil. Heu, pour dire, bah, par exemple, dans mon métier, quotidiennement, nous, on fait des ce qu'on appelle, nous, des analyses de corpus, des créations de corpus, des analyses sémantiques et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, moi, je l'utilise enfin, j'ai une vision un peu globale des choses, par mon parcours, mais, quand j'en parle avec des personnes du milieu du search marketing,
Il y a c'est très typé, recherche de mots-clés, ciblage marketing, tel corpus correspond à telle audience et cetera. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a des niveaux de recherche qui sont assez similaires, de dire on a des corpus, on a des informations, on cherche à se dépatouiller avec tout ça et pour ça, pour ce faire, soit on a des outils qui sont entre guillemets «préfaits», que souvent on détourne en fait, qu'on hack et qu'on détourne à moitié, pour arriver à nos fins, pour trouver l'information ou le l'axe d'analyse qui nous convient, soit on va créer des outils. Et tu as cité Python tout à l'heure, mais nous, il est extrêmement fréquent qu'on crée des scripts, en Python justement. Enfin moi je fais pas de Python parce que je peux pas tout faire, mais mais j'ai une connaissance, technique suffisante pour écrire des specs pour que quelqu'un fasse du Python. Et je pense que c'est vraiment un atout de se dire: «OK, je veux analyser les choses de telle manière, j'ai tel niveau d'information, c'est du texte, c'est de la parole, c'est du verbatim, c'est du tweet potentiellement et cetera. Mais comment je fais pour analyser ça? Bah, j'aimerais qu'il y ait un croisement entre ça et ça et cetera», et malheureusement et heureusement aussi, parce que c'est ce qui rend la chose passionnante, on peut développer ces outils aujourd'hui. Et je trouve ça hyper chouette, en fait. Ouais, non, je pense que tu as raison. Je pense que, enfin, Évidemment, j'ai raison. oui, tout à fait. Non, non, je te rejoins sur le fait que ça va être l'objectif qui va changer, mais on peut, euh, et on a de facto des outils qui sont similaires, et ça va être la question et la manière d'y répondre qui va peut-être changer. C'est-à-dire que nous, quand on commence à faire des humanités numériques professionnellement, Ouais. le canal de diffusion, ça va plus être les revues académiques ou les conférences. Mmh. Les Euh, symposiums, hein. les symposiums, tout à fait. Symposiums, ouais. Colloques. Mais au final, je pense que on a tous utilisé des outils comme Mallette pour faire de la détection de topics à un moment donné, en tout cas. Ça ne veut Ouais. pas dire que ça reste le truc le plus efficace, mais ça a eu sa gloire, en tout cas, à un moment. Mais ouais, oui, c'est. Alors moi, j'y suis venu un petit peu autrement. Tu as commencé à parler de comment tu étais arrivé de ton côté. Euh, je suppose que ça peut être intéressant que je raconte comment j'y suis arrivé de mon côté. Oui. Quelle est ta rencontre? Comment ça s'est passé la première fois que tu as rencontré les humanités numériques? Les humanités numériques. Alors, c'était tout à fait fortuit. Donc, il faut savoir que euh, je... Alors, on s'est connus effectivement il y a 20 ans. Euh, voilà, Ah oui, paf, j'avais c'est pas posé. compté. Ouais, ouais. J'avais pas compté. Ah, c ah, On j'ai s'est les os connus qui il y a grincent 20 ans. maintenant. Et j'ai commencé à développer assez jeune. C'est vrai. Et j'ai commencé à bosser dans l'informatique assez jeune. D'abord pour me payer des guitares, parce que comme beaucoup d'adolescents, je voulais faire de la guitare. Je Et peux témoigner. puis après, comme plus ou moins bien, il faut le dire. Et puis après, à la fac, ça m'a surtout servi, après une brève aventure de barman, euh, à payer mes études. La Études que j'ai guitare? fait. Non, 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 le développement informatique. Peut-être qu'on m'aurait payé pour arrêter de jouer, je ne sais pas. Peut-être. Et donc, j'ai fait des études de lettres classiques. Euh, donc, lettres classiques, c'est des études en France, c'est assez particulier, qui font faire du latin, du grec ancien, de la littérature française et de la langue française, y compris de l'ancien français quand il arrive le temps d'étudier l'ancien français. Euh, et j'ai fait ces études à Lille, puis à la Sorbonne. À la fin de ma licence, je commence à m'intéresser à des questions qui ne sont pas trop traitées à l'époque à la Sorbonne, qui sont des questions d'histoire de la sexualité et d'expression de la sexualité en latin. C'est pas très Sorbonne à l'époque, ce genre de sujet. Et puis, ça l'est toujours pas vraiment, je crois, mais ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce qui se passait à la Sorbonne du côté du latin de manière approfondie. Et j'ai tenté un master derrière en histoire et anthropologie de l'Antiquité. Et donc, j'arrive dans une université qui s'appelle l'EHESS,
dans laquelle on peut faire son marché de cours. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de cours qui correspondent à ce que j'ai envie d'étudier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours en histoire de l'Antiquité, même s'il y a un diplôme en histoire de l'Antiquité. Il y a un cours sur l'histoire du droit romain, ne correspond pas beaucoup, je le prends. Il y a un cours sur l'histoire du genre, je le prends, mais c'est pas spécialement à l'Antiquité. D'ailleurs, j'ai aucun cours sur l'Antiquité dans ce module-là. Et puis je tombe sur un cours qui s'appelle Édition scientifique et humanité numérique. Ou édition numérique et ESHN, édition scientifique et humanité numérique, c'est ça. Qui était un séminaire qui était dirigé par Aurélien Bérat. Et donc je m'inscris. Mais sans du tout savoir ce qui va se passer. Et en fait, là, je découvre un monde qui existe quand même depuis les années 50, mais on reviendra sur ça plus tard si tu veux. On n'était pas nés, hein, on va préciser. Je découvre un monde où je peux faire les 2 choses qui me prennent le plus de temps dans ma vie, mon boulot, donc le développement informatique, et la recherche en sciences humaines et sociales. Et puis, après ça, j'ai bifurqué au niveau de mes études, parce que j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant pour moi, qui me correspondait plus. Et je suis parti faire un premier poste d'ingénieur en humanité numérique à Londres, il y a un peu plus de 10 ans, en 2013. Oui, on s'était revus à Londres. Tout à fait. En fait, cette histoire est improbable. Il y a plein de choses totalement improbables dans cette histoire. Mais ouais, et c'est vrai qu'il y a un moment donné, on s'est revus, Ouais, après un petit heu, hiatus quand même de de quelques quelques années, je années, pense. ouais, je pense de 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mmh. On s'est revus, parce qu'il s'avérait que finalement, tu avais rencontré quelqu'un que je connais, enfin voilà, on s'est revus et il y a eu un instant où on s'est dit: «Mais moi en ce moment, je m'intéresse aux humanités numériques. Ah bon, toi aussi?» Et voilà. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est à quel point pour moi, c'est vraiment une discipline qui est intéressante au sens où, i à mon avis, il y a tellement de gens qui en font sans vraiment se rendre compte, que ce qu'ils font peut, entrer dans le spectre des humanités numériques et le fait de ne pas réaliser ça, peut-être, les empêche d'aller plus loin dans leur méthodologie et ça pourrait peut-être les aider justement à avoir des résultats encore plus intéressants pour eux, ou en tout cas plus satisfaisants pour eux. Et après, il y a un aspect où les humanités numériques, c'est aussi simplement les humanités de 2024, quoi. On a quand même des outils. Ouais, en fait, c'est un peu j'ai l'impression que les humanités numériques, c'est un peu la même vibe qu'on a eu dans le journalisme qui était le data journalisme à un moment donné, heu, où finalement, si tu prenais une base de données, open data quelque part et que tu faisais une infographie avec, ça y est, tu étais data journaliste, quoi. Et là, c'est un peu le ressort, facilité, des études, mais il y a un aspect, je trouve, qui est plutôt accessible, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'une personne, plus jeune que nous-mêmes, même si nous sommes encore, jeunes et vifs, Jeune. heu, Vif, je jeunes, ne sais pas, mais jeune, oui. jeunes. Faut s'avouer qu'on a un peu des têtes de vieux, hein, mais bref, hein, parce que je nous regarde mutuellement, c'est et enfin bref, hein, moi j'ai les cheveux bleus, donc ça n'a plus aucun sens. Mais, je pense que quelqu'un de plus jeune qui est justement un vrai digital humanities par rapport à nous, parce que nous, il y a eu un aspect où on a appris internet, en fait. On a évolué, on a un peu grandi avec internet, mais les gens qui naissent avec l'internet d'aujourd'hui, avec cette maturité aujourd'hui d'outils numériques, peut-être qui pour eux, c'est logique, en fait, de faire des humanités numériques. Bah oui, je fais des recherches. En fait, on n'en sait rien et mais ça me passionne de me dire: «Ah ouais, peut-être qu'il y a tous ces trucs-là, on pourrait les automatiser ou chercher des modèles, chercher des se faciliter la vie» et il y a quand même un champ d'application qui est immense, qui est pas juste, savoir, si on dit, «Lietchovox» ou pas, quoi. Ouais. Je crois que il y a plusieurs choses que
que tu as soulevées, je vais revenir à la première question qui est la question des profils. Genre, qui c'est qui fait des humanités numériques sans Bah le oui. savoir, ou qui c'est qui pourrait faire des humanités numériques et je crois qu'il y a deux profils majoritaires dans les humanités numériques, ou qui n'y sont pas, ou qui devraient y aller, ou je sais pas quoi. Il y a les historiens, les historiennes, les littéraires, les humanistes, quoi. Mmh. Alors, on les appelle pas comme ça en France, mais personnes qui font des sciences humaines et sociales, qui ont un côté geek. euh, et là, je compte pas le nombre d'étudiants de licence qui en lettres ont déjà essayé de faire du code, etc. Et qui en fait potentiellement savent pas ce que c'est que les humanités numériques et pourraient avoir une superbe expérience de joindre les deux bouts, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, c'est un truc qui est assez rare en France. euh, Dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons où les frontières sont un peu moins fortes. Euh, Moi, j'ai déjà croisé pas mal de développeurs, y compris qui avaient bossé chez Google, qui sortaient de lettres classiques. C'est pas une évidence que tu es bloqué en lettres quand tu as fait des lettres. C'est-à-dire, quand tu es Ouais. capable de gérer la grammaire grecque, normalement, tu es capable d'écrire du Python. Et Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est très vrai. C'est quand tu as fait de la morphosyntaxe, par exemple, des études de morphosyntaxe, typiquement, tu vois, je pense pas, hein, je te coupe, mais tu vois, typiquement les expressions régulières, hein, quelque chose qu'apprennent les développeurs, dont ils se servent tous les jours. On leur dit: «Ah, les expressions régulières, ça vient de Chomsky», enfin ça vient, enfin voilà, on s'est compris, mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de Chomsky, c'était en cours, en L2, de lettres modernes, pour étudier la morphosyntaxe, dans mon cours de linguistique, pour voir les différents patterns de la langue et c'est là qu'on voit que le cerveau, on a quand même les littéraires, enfin, c'est un peu mon côté, militant, mais on a quand même des cerveaux qui sont façonnés, qui ont une gymnastique analytique, sur des schémas et ça peut on est tout à fait capable de faire de l'informatique. il y a deux avantages différents pour les gens qui viennent des humanités sur l'informatique. Mmh. Ceux qui font vraiment de la grammaire ou des choses comme ça, ou qui font beaucoup de modélisation d'une certaine manière, Ouais. bah justement, ils ont une très bonne capacité d'abstraction et de modélisation, ce qui est un prérequis absolu pour être un bon ingénieur informaticien ou informaticienne. Ingénieur informaticien. Voilà, ça aussi, ça a 20 ans. Et, Oui. et la deuxième chose, c'est qu'on a une connaissance de ce que c'est qu'un document. Et en fait, du respect de ce que c'est qu'un document. Et justement, là, j'en viens au deuxième type de profil. J'arrive à connecter les bouts, qui est plutôt l'ingénieur informaticien en humanité numérique, ou l'ingénieur informaticienne, qui en fait est intéressé par la philo, par l'histoire, et qui un jour peut se rendre compte qu'il y a ce type de postes qui existent, qui sont Mmh. probablement moins bien payés que chez Google, mais qu'il y a ce type de postes qui existent. On parlera pas des salaires dans la recherche, aujourd'hui, mais j'ai quand même posé le sujet. Allez chercher les gens qui écoutent. Et qui peuvent juste se faire plaisir, travailler sur des sujets qui les intéressent. Et là, en fait, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que de chaque côté, il y a des concessions qui vont devoir être faites. Justement, ces personnes des sciences humaines qui connaissent bien les documents, ils vont devoir faire des sacrifices sur le nombre de choses particuliers particulières même, qu'ils peuvent mettre dans des documents informatiques de manière à ce que ce soit exploité. Mmh. Donc en gros, essayer de rentrer leurs données dans des modèles. Et des fois, les modèles, ça veut dire des sacrifices parce qu'on ne peut pas tout modéliser d'un seul coup proprement. Et de l'autre côté, il y a un truc que les informaticiens doivent absolument apprendre, c'est qu'une chaîne de caractères et un texte, ce n'est pas la même chose. Mais tous les gens qui ont fait du Excel une fois dans leur vie, ils savent aussi. D'accord et puis documenter. Mettez des commentaires.
aussi. Enfin bref, Ah non, il y ça a plein ça de c'est choses. encore autre chose. Ouais, ouais, Attends, mais mais on a tous nos frustrations professionnelles après, voilà. Mais non, non, mais ouais. c'est vraiment ces 2 versants que moi, le nombre de chercheurs qui sont là et qui disent: «Ah, ça rentre pas, mes données elles rentrent pas dans le modèle, j'en ai marre». Je fais: «Mais non, mais en fait, est-ce que c'est vraiment utile que tout rentre, que toutes les spécificités rentrent? Est-ce qu'on peut pas Mmh. sacrifier des choses, un minimum, pour que les Prendre choses soient l'utile. exploitables?» Ouais, Les choses soient exploitables surtout. Ou alors on change le modèle, mais i il faut trouver quand même un un terrain commun, oui. entre les 2, entre tous les différents objets que tu prends. Et moi, Mmh. je me souviens d'informaticiens avec qui j'ai pu parler, à Leipzig. C'est vraiment un souvenir de professionnel, ce souvenir-là, où on me dit, heu, la personne implémente un truc où on peut citer du texte dans un fichier XML. Donc pour ceux qui connaissent pas le XML, c'est un truc qui ressemble à du HTML. Pour C'est ceux un qui connaissent langage à pas le balise. HTML, allez C'est un sur langage à Google, balise. voilà. C'est Hem Hypertext Markup Language, un truc comme ça. et donc il implémente un truc qui permet de dire: «Bah, je prends le texte du premier T, ou du premier P au 18e espace», ou quelque chose comme ça. Bon, très bien, hyper intéressant comme truc. Puis je je tâte un peu le terrain, je teste le truc et puis je me rends compte que si il compte dans les occurrences de lettres, les caractères des tags. C'est-à-dire que si on a un paragraphe qui est avec une balise P, Mmh. et qui commence, le document commence par là, le premier P, c'est le P du paragraphe. Oui. Au lieu d'être le premier P du premier mot dans le texte qui contient la lettre P. Et là, c'est un exemple de faire la différence entre ce que c'est qu'une chaîne de caractères et ce que c'est qu'un texte. Oui, oui, j'entends. C'est ouais, c'est assez, moi, ce qui m'a intéressé, ce que tu dis des choses hyper intéressantes, Thibaut. Merci. C'est peut-être pour ça que tu m'as invité. Ou alors juste, Heu, t'avais personne d'autre ce jour-là et non, je n'ai pas à me justifier, d'une très part. bien. Ah, pardon, Je excuse-moi. Très bien, je n'ai pas à voilà, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, même si je pense que je ne t'aurais pas donné le choix, par ailleurs. Mais en fait, dans on parlait aussi de l'aspect interopérabilité. Voilà, c'est presque aussi compliqué que mon prénom, presque. Tu Donc on remarqueras que pa j'ai réussi à ne pas le prononcer pendant tout ce podcast. Oui, tu ne peux pas prendre le risque. Non, parce que Heu, je ne t'ai jamais appelé par ton prénom et que je préfère je garder les surnoms d'il y a 20 ans En cachés. 20 ans en 20 ans, tu ne m'as jamais appelé par mon prénom. Mais tu sais il y a une époque où on avait des étudiants communs et ces étudiants, tu sais qui m'avaient donné un surnom? Non? Si, bah, je te le dis, ils m'avaient donné ils trouvaient que je ressemblais en termes d'attitude, alors physiquement peut-être, je sais pas, à Merry dans Le Seigneur des Anneaux. Meriadoc Took. Alors, c'est là que tu vois que ma culture Seigneur des Anneaux, est Non! absolument catastrophique. Merry et C'est Pipin? un Merry et Pipin OK. et ils trouvaient que je ressemblais à Merry. J'ai jamais su comment le prendre. Plutôt mal, mais ils étaient gentils, Plutôt donc peut-être alors pas. oui, ils étaient gentils, mais en même temps, ils me comparaient à un hobbit, quoi. OK, c'est relativement plausible comme comparaison, mais tout de même. Et tout ça pour dire que, on parlait de l'aspect interopérabilité et le fait de rechercher, pouvoir rechercher des choses dedans et ce que j'ai constaté souvent, c'est que d'avoir un passif un peu, humanité numérique par mes études et mes centres d'intérêt et ma carrière professionnelle aujourd'hui qui est dans ce qu'on appelle le search marketing, hem, de temps en temps, enfin de temps en temps, je rencontre et je discute avec mes pairs, mes confrères et consoeurs et ils disent: «Ah j'ai fait telle analyse et cetera, tel corpus». Surtout aujourd'hui avec, l'avènement de technologies, no code de l'IA accessible à tous, je dirais et je
il y a toujours une petite étincelle dans mon cerveau qui dit: «Ah mais en fait, tu es en train de faire des digital humanities, c'est juste que tu le fais pas sur, des textes, en ancien français quoi». Mais au final, en fait, j'ai l'impression qu'on a juste un peu les mêmes recherches, ou en tout cas sur ma partie, je dirais, d'audit, on a un peu le même genre de recherche, mais on n'a pas les mêmes corpus. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez on a les mêmes outils, on Les n'a pas les mêmes mêmes questions ambitions, ouais. exactement Mmh. et on n'a Parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. pas les mêmes corpus exactement, parce qu'il y a pas les mêmes enjeux. Mais Ouais. je suis d'accord sur tout le reste et je pense que les ponts entre l'un et l'autre sont assez faciles à faire. Mmh. Hem Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que j'avais eu un étudiant en humanité numérique qui avait fait un stage en SEO. Oui, je me rappelle de Heu lui. et ça faisait sens Mmh. et ça faisait sens. Donc non, non, c'est tout à fait ça. La différence, elle va se faire sur, bah, toi, tu publies un rapport, si je dis pas de bêtises, pour ton client, de manière à deviser des nouvelles stratégies. Ça peut arriver Voilà, et nous, on écrit un article qu'il met, pour 2 ans à être publié et validé, non, parce que maintenant, on fait non, des préprints. Mais oui, ouais. sinon, il met 2 ans à être publié. Oui, puis maintenant on a des interfaces, des choses incroyables comme, les carnets hypothèses, pour faire des aperçus, des snapshots d'où on en Ouais, est, où on a des plateformes de diffusion, mais qui souvent sont souvent en fait des versions numériques des publications papier. Est-ce qu'on a des revues numériques, purement numériques? ouais, À part la revue Hypertexte, j'entends. il y a une super revue, moi, que j'aime bien en humanité numérique, qui s'appelle JDMDH, qui est Journal of Ah oui, Data ça me dit quelque Mining chose. in the Digital Humanities ou un truc comme ça, JDMDH. Journal of Data Mining and Digital Humanities, c'est ça. Qui est même une revue qu'on appelle une revue, Épicience. C'est-à-dire que, enfin, le système, c'est on publie d'abord un préprint. On est obligé de publier le préprint, c'est-à-dire la version d'auteur, avant qu'elle soit validée par des pairs. Et on soumet cette version à l'auteur, au journal, qui ensuite la fait relire, valider. Puis il y a des corrections. Et donc on demande, on applique les corrections si c'est accepté pour publication. Et puis voilà. Donc il y a JDMDH, qui est cette revue, ce qui permet aussi de publier rapidement des résultats, quitte à devoir revoir la manière de présenter les résultats ou certaines, je dirais pas forcément des erreurs, mais corriger des petits problèmes de méthodo quand ça peut arriver. Et il y a la revue sinon Humanistica qui existe aussi, euh, qui est peut-être qu'elle s'appelle Revue Humanité Numérique d'ailleurs. Elle s'appelle Revue HN Humanité Numérique, qui est la revue des humanités numériques francophones. Euh, donc, ouais, pas mal de choses. Il y a des revues purement numériques. Donc, là, je viens d'en citer deux. Il y en a plein, plein d'autres. Voilà, tu as la revue en haut dans le menu et je pense que ça t'emmène vers la revue. Je ne t'entends pas parce que ton micro est coupé. Si... Tu dit Sipaille, Sipaille. Ouais. C'est intéressant parce que humanisti.ca, donc Humanistica, leur, page d'accueil nous indique que c'est l'association francophone des humanités numériques / digitales. Ça, c'est à cause du .ca. Ouais, et puis c'est l'aspect inclusif de du jargon. Quand j'ai dit qu'il y avait des débats, Ouais, non, mais c'est sûr, toi tu dis un ou une URL? une URL. Une URL, d'accord. Tu dis, GIF ou GIF? Ou GIF? GIF. GIF. Apparemment les Américains disent beaucoup GIF. Je. Oui. Ouais.
C'est bon, ils sont américains. Voilà. Voilà. Il y a aussi, comment tu dis, HTML, b le HTML, tout simplement et oui, enfin le langage. Enfin moi Oui, oui, je dis je le. fonctionne comme Je ça. dis du HTML, donc du coup, je dis le. Je dis Donc pas tu dis la. pas toi tu dis pas la Wi-Fi quoi? Non, 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 le Wi-Fi, bien évidemment. mais je pense qu'il y a aussi un aspect, je dirais où on peut, avec les humanités numériques, un peu cet aspect, professionnalisant peut-être pour, une partie, de la population, somme toute, intéressée par, tout ce qui est, je ne sais pas, humanité, mais qui savent bricoler un peu avec un ordinateur. Ouais, c'est une option en tout cas, suivre un bon master d'humanité numérique, parce que généralement, c'est des choses qui se font plutôt en master. Faire des humanités numériques, et ça se fait souvent au niveau master, c'est une possibilité pour s'ouvrir plus d'options après une licence en sciences humaines et sociales, ou des options différentes en tout cas. Tant que les employeurs ne comprendront pas que il est possible de faire autre chose que prof avec une licence de lettres modernes. Oui, enfin Euh, là, c'est Non oui mais on a d'accord, râlé sur les montants de rémunération de la recherche. Laisse-moi râler aussi un peu sur les employeurs. non mais je comprends parce que c'est un peu, tu vois, c'est un peu le motto de l'agence Assonance, on dit sur notre page à propos qu'on est des geeks littéraires, il y a un peu cet aspect où oui, on vient du domaine de la littérature, enfin des lettres, des sciences humaines, par goût en fait, parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve ça intéressant, parce que c'est passionnant, parce que pour plein de raisons. Il y a aussi un aspect universel où avec sur des questions qui concernent énormément de gens dans le monde et quelqu'un qui est un peu curieux, peut se demander: «Ah bah tiens, comment ça se passe dans telle situation ou comment ça ne se passe pas?» Ce qui est intéressant aussi, c'est les zones d'ombre, quoi. Par exemple, une population qui a pas internet, qu'est-ce qui se passe pour elle? Enfin voilà, mais en fait, je pense qu'il y a, j'ai vraiment envie de dire que, les le domaine des humanités en général, les études de lettres, c'est pas le parent pauvre des études scientifiques. C'est un autre champ d'action et tu vois, typiquement, par rapport à l'aspect, oui, on ne fait pas forcément prof quand on fait lettres modernes. Hem, déjà, j'espère que vous faites prof si vous allez faire passer quand même votre CAPES, ça peut être utile. Mais il y a cet aspect où on n'est pas des personnes, déjà, figées dans le temps. On peut se laisser évoluer, c'est pas parce que tu as fait lettres modernes un jour que tu vas faire que ça, Mm. d'une part. Et puis c'est pas, j'ai du mal à exprimer ça, mais en fait, c'est pas des ce ne sont pas des sous-disciplines et c'est pour ça que je suis très embêtée par l'aspect professionnalisant, pas professionnalisant, parce que je trouve que ça fait déjà un tri de dire: «Ah, il faut rendre professionnalisantes les diplômes, dans le domaine des humanités ou des sciences humaines». On part du principe que ce n'est pas professionnalisant. On part du principe que ces Mm. disciplines et que ces connaissances et que ces méthodologies, sont inutiles. Et ça déjà, j'ai un peu du mal avec ça. Typiquement, enfin, il y a des choses en termes de gymnastique et de structuration du cerveau, typiquement quelqu'un qui a fait beaucoup de grammaire, bah, évidemment que qu'il peut faire de l'informatique et quelqu'un, par exemple, qui a écrit un mémoire de recherche, s'il doit faire une notice en fin de réunion, il rigole, quoi. Normalement, oui. Normalement, oui, Et, enfin, je s'il l'a fait non, à non, peu mais près bien. On peut faire des études et les réussir, hein. Enfin, faire des études et aussi ne pas aller en cours. non, non, C'est mais pas le même sujet. je suis d'accord. Enfin, amen. C'est pour ça que ça aide pas aussi quand on dit qu'il faut professionnaliser les études.
pour convaincre les employeurs derrière. Mmh. Bon, après, c'est ce que je disais, quand on fait un master d'humanité numérique après une licence de sciences humaines ou un autre master de sciences humaines, c'est pour se donner un chemin de transition Oui, vers évidemment. une autre forme de professionnalisation, où on peut être accompagné dans cette professionnalisation plutôt que d'essayer de convaincre un employeur de dire non mais laissez-moi 3 mois, je vais pouvoir coder en Python comme Clint Comme Eastwood Thibaut. dégaine dans un film des années 60. J'en sais rien, j'ai perdu Tu dans dis la... là, tu commences à Ouais. dire, ouais. Et et il y a des masters qui font ça bien. Je crois que c'est encore difficile de trouver. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'enseigner dans ces domaines, Mmh. dans le sens où il faut pouvoir enseigner l'informatique à des personnes qui viennent de sciences humaines. Donc c'est pas le même public que quelqu'un qui Ouais. arrive. Bah, ça euh, peut tu l'aspect psychologique déjà où on t'a ouais. tellement dit, «Non, t'es pas bon en technique», qu'il y a déjà tout un j'imagine tout un pan de, «Non, en fait, c'est possible, quoi». C'est tu appris tu peux apprendre à tricoter, tu peux apprendre à coder. Il y a un amalgame en France entre maths et informatique, alors qu'en fait, Mmh. ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un amalgame entre informatique et logique. Or, la logique, tu la trouves en grammaire, tu la trouves en commentaire de texte, tu la trouves en études historiques, tu la trouves effectivement en maths, mais c'est pas une question de chiffres, c'est une question de suivre un fil et de prendre des décisions. C'est le fameux if, elif, else en Python, si Ouais. ou si et sinon. Et, et ça, c'est la première porte à briser avec les étudiants, c'est de leur faire comprendre que ça, c'est simple. Alors, le moment le plus désagréable avec généralement les étudiants, c'est quand on leur apprend les boucles, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais Euh, c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal. euh, Hem, mmh, en fait, tu vois, si on voit ça si on se dit que c'est juste de la logique, pour reprendre ma métaphore, enfin mon analogie du tricot, c'est de dire: «Oui, c'est de la logique». Tu prends, tu as tes outils, tu sais qu'il te faut 2 aiguilles et un fil, tu les noues de telle manière, bah, tu arrives à faire, on va dire, un carré de mailles, honnête quoi, on va dire. Honorable, honorable. Et puis un jour, tu dois faire des torsades, tu dois faire, des motifs, tu dois faire du jacquard, tu dois et cetera et on rajoute finalement des couches à ses connaissances, à ses compétences. Mais, à mon avis, tu vois, pour toutes les personnes, ça c'est une de mes luttes professionnelles, on va dire. le tricot. Le tricot, je pourrais. On va détricoter cette question. Heu, non, non, mais c'est le enfin oui, mais le fait est qu'aujourd'hui justement, tu sais, avec tous ces digital natives, hem et toutes ces interfaces, WYSIWYG, no code et cetera, que je trouve très bien en termes d'accélération, de projets, en termes de prototypage de projets, par exemple. Mais, j'aimerais vraiment que chaque personne qui utilise un ordinateur, entre guillemets, «au moins à titre professionnel», sache vraiment déjà de quoi c'est fait un ordinateur, physiquement, enfin quelles sont ses composantes et de quoi ça a besoin pour fonctionner, outre l'électricité et sauf si tu pédales très fort. Mais, il y a aussi le fait de savoir comment fonctionne internet. De dire: «OK, ce sont des serveurs, des postes connectés entre eux, qui échangent entre eux». Qu'est-ce que le peer to peer? Qu'est-ce que le front et qu'est-ce que le back? Je pense qu'il y a rien que ça, il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à, comprendre ce que c'est exactement ou en tout cas à le visualiser intellectuellement. Juste parce qu'ils ont jamais regardé, on leur a jamais montré et tu sais, il y a des abus de langage qu'on a dans nos métiers qui sont par exemple, je lis régulièrement «lien de redirection». Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce qu'un lien est une chose, une redirection est une chose, les 2 ensemble, c'est compliqué. Heu, on peut appliquer une redirection sur un lien, enfin voilà, mais lien de redirection, je comprends
d'où est venu ce terme, je comprends son usage. Ce qui m'embête, c'est que quand quelqu'un l'utilise, je sais jamais exactement de quoi il parle. Il faut que je lui demande: «Tu veux faire un lien ou tu veux faire une redirection?» Il faut qu'on discute un petit peu. Et qu'est-ce que tu veux comme résultat? Là, je vais pouvoir, décrypter, mais c'est aussi que je trouve ça assez révélateur du fait qu'on visualise mal ce qui se passe, pas réellement parce que ça reste du virtuel, mais techniquement, que se passe-t-il? Un lien étant, un chemin pour aller vers, un autre document, je dis même pas une autre page, un autre document, alors que, une redirection, tu déjà sur un lien qu'on détourne. On détourne le chemin vers un autre document. Mais d'abord, il y a eu enfin bref quoi, enfin et donc c'est une visualisation de comment ça fonctionne et ça crée, toujours, un peu, ces problèmes. Moi, je me rappelle, tu vois, j'ai un proche qui me disait, parce que bon, nous autres jeunes qui sachions utiliser un ordinateur, on a tous réparé l'imprimante de quelqu'un, toujours et alors qu'on n'a jamais rien réparé, on a juste remis le pilote. Mais je me rappelle comme ça d'une fois, il y a mon ordinateur ça va pas, je prends mon téléphone, je demande, «Qu'y a-t-il d'écrit sur ton ordinateur, sur ton écran? Qu'est-ce que tu vois sur l'écran?» La personne m'a répondu: «HP Pavillon», à l'époque, qui est donc la marque de l'écran, enfin la marque de l'ordinateur, parce qu'avant c'était vendu en kit avec, l'écran, machin et cetera, Ça, pour une somme modique de 6 000 francs. Heu, faut que je réagisse, faut que je réagisse. Il y a plein de choses sur lesquelles réagir. mais oui, c'était pas Thibaut, hein, le truc du HP Pavillon, je précise. euh, oui. euh, alors, Tu es pas obligé de réagir, tu peux juste dire que j'ai raison, hein, non, ça mais t'as marche. raison, et je vais donner deux exemples de choses qui ont pu me fatiguer en tant que prof parce qu'il fallait Ouais. faire comprendre ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que le web, ce sont pas des fichiers nécessairement. Qu'une page web, c'est pas Mmh. forcément un fichier. Une page web, c'est pas forcément. Ça peut être des centaines de fichiers différents qui produisent quelque chose. Ça peut être effectivement un fichier, mais en fait, la page en elle-même, ce n'est que le transfert de l'information qui est contenue dans ce Oui, fichier avec un ensemble d'informations supplémentaires. Et ça, c'est le protocole HTTP, etc. Mais et en qui fait, peut appeler d'autres fichiers pour faire afficher des choses qui sont ensuite ne sont que interprétées par un navigateur, que potentiellement ton écran, enfin bref, c'est et, ouais. et ça, c'était un truc, moi, que j'aimais pas trop dans la plupart des cours qui démarraient, où les gens démarraient. Enfin, il fut une époque où on démarrait souvent avec du PHP dans les BTS, etc. Et Chaud. je trouve que les premiers cours de PHP, c'est souvent cette page qui fait Hello World. Et en fait, du coup, Mmh. dès le premier jour, tu as l'équivalent de une page est égal à un fichier. Et après, quand tu découvres des trucs qui sont beaucoup plus compliqués, qui sont plus en mode MVC, donc Model View Controller, ou ce genre de choses, où il y a Oui. des fichiers qui gèrent les appels à la base de données, des fichiers qui gèrent euh, les URL, les fichiers qui... Bon, Mmh. et ben là, ce passage d'étape, des fois, il est hyper dur. Et l'avantage d'avoir eu l'apparition de langages comme Python, comme des langages beaucoup plus, à mon avis, euh, intéressants pédagogiquement, c'est qu'on a réussi à dépasser ça parce que Python n'offre pas cette possibilité de faire une page, un fichier. Ou en tout cas, ça serait très très bizarre de le faire. T'as un aspect au Python, tu apprends plus l'algorithmique en fait, Ouais, je pense. tout à Alors fait. que le PHP, quand on commence par le PHP, ce qui a dû arriver parce que c'était juste des technologies qui avaient beaucoup, diffusé, qui faisaient beaucoup de sites et que c'est toujours le cas, mais tu vois si on parle du Echo Hello World ou du Print Hello World, hem, il y a cet aspect où enfin, je comprends cette idée que la manière dont on a rencontré un sujet, heu, influence finalement la vision qu'on va avoir sur la suite. Et c'est vrai que comme ce que tu dis, enfin, Hello World, je pense que typiquement quand on apprend comme ça le PHP, on a l'impression que c'est comme du WYSIWYG un peu. Tu sais, tu fais une ligne, tu fais Hello World, tu fais passer ça par,
par un serveur en local pour simuler le fait que quelque chose va calculer pour l'afficher sur mon navigateur. Mais en réalité, je pense que en apprenant comme ça, tu peux aussi, ton cerveau peut aussi avoir l'impression que la partie serveur local ne sert à rien parce que tu as déjà Hello World écrit ton code, quoi. Et et enfin, alors qu'il faut comprendre cet aspect, cette notion de retraitement et que c'est pour ça que, oui, ça s'affiche pas chez moi, ce genre de truc, c'est comme ça que tout ça arrive, quoi. C'est ouais, ouais, non, mais c'est, encore une fois, c'est pas, faut surtout pas que les gens comprennent pas différemment ce que je dis. C'est pas, je dis pas que c'est un mauvais langage. Je pense juste que de la manière dont il a été enseigné et de la manière dont il est abordé dans pas mal de livres tutoriels, Mmh. il peut impliquer dans un premier temps cette confusion sur page web, fichier, qui est à mon avis une des confusions les pires que Ouais. tu puisses faire quand tu commences à développer pour le web. Et alors, il y a une deuxième chose que tu disais cette histoire de HP Pavillon. Moi, je me souviens d'un cours avec... Il faut qu'on cite d'autres marques, je crois, Dell, Compaq et euh, je crois que Compaq n'existe plus. ah, pardon, autant pour moi. Il y a Donc, je me souviens de ce cours, j'avais un étudiant, d'un groupe d'étudiants qu'on appelait les Beatles, qui étaient toujours 5. Et oui, c'est ça, c'est tout à fait. Qui comme beaucoup d'étudiants que j'ai eus, un jour a une erreur sur Python et me dit Monsieur, j'ai une erreur. Et puis voilà. Et il va pas plus loin. J'ai fait Mais vous avez fait des études littéraires? Oui. Est-ce que vous avez lu ce qui est affiché sur votre écran? Et en fait, ça, c'est un des autres trucs qu'il faut absolument apprendre quand tu te mets à faire de l'informatique réellement et que peu de personnes ont comme réflexe. mmh. C'est de lire ce qui est affiché. Les messages d'erreur, de Oui, prendre le enfin, temps de les lire. Thibaut, soyons honnêtes, c'est quand même une génération qui est baignée de Oh messages, là. cookies, RGPD et cetera, à ne plus savoir qu'en faire, Alors, plus pas mes personne ne sait étudiants. ce Je pense oui. que les plus jeunes peut-être, oui, mais ici, ça reste quand même un problème qui était notre génération. C'est pas, je pense que c'est pas du tout un problème générationnel. C'est juste, euh, on n'est C'est pas. juste que les gens ils lisent pas. C'est juste effectivement que les gens ne lisent pas et des fois ils ont tellement l'habitude d'être passifs devant un problème informatique que Mmh. quand ils se mettent à l'informatique, la première chose qu'on doit leur inculquer, en dehors du fait de plus avoir peur, c'est aussi de lire ce qui est affiché et de pas hésiter à chercher des solutions. Et alors chercher les solutions, alors maintenant oui, il y a ChatGPT, etc. Bon, avant c'était Stack Overflow, c'était la capacité de formuler le problème qu'on avait sur un moteur de recherche, soyons clairs et honnêtes, très souvent 99,9% du temps Google, et de poser cette question de telle manière que le problème soit généralisé. Et ça c'était, je dirais, si j'avais bien fait ça en tant qu'enseignant en humanité numérique, c'était 80% du boulot de fait, parce qu'ensuite apprendre le nom d'une fonction, l'usage d'une librairie, etc., ça allait. C'était la suite logique. Tu as un aspect tutoriel dans tout ça qui est accessible, mais finalement comprendre, comment ça marche, c'est un peu la partie à la fois la plus difficile, mais qui pose les fondamentaux les plus solides aussi, je pense. Et typiquement, tu vois, moi, sur l'aspect moteur de recherche, je me rappelle de ces petits étudiants adorables. Je les appelle comme ça, je dis ça alors qu'ils étaient tous plus grands que moi évidemment, mais il y a je me rappelle, tu vois, par exemple, un peu parce que enfin, il faut dire qu'on a enseigné et qu'on enseigne dans des facs de gauche et et donc on parlait de forcément, si je parle de Google et cetera et beaucoup me disent: «Non, non, moi j'utilise, DuckDuckGo et compagnie, Qwant», enfin, que sais-je. Peu importe, hein, chacun fait ce qu'il veut de ses 10 doigts sur son écran, mais
En fait, je leur disais, «Mais pourquoi vous utilisez, ces choses-là, finalement? Pourquoi, par exemple, vous utilisez Quant?» «Pour, ne pas être suivi en tant qu'utilisateur». D'accord. «Pourquoi vous utilisez, DuckDuckGo?» «Parce que je veux pas donner, d'argent, à Google ou à Bing, Microsoft». Et du coup, ça faisait cet moment, j'ai dit: «Attention, DuckDuckGo, ce n'est pas un moteur de recherche, c'est un méta-moteur de recherche». Et que la technologie qui est à l'intérieur est la technologie d'un autre moteur de recherche qui est en fait la technologie d'une des entités, GAFAM que vous ne souhaitez pas enrichir. Donc je comprends votre initiative, mais il faut aussi que vous compreniez la différence entre qu'est-ce qu'un moteur et qu'est-ce qu'un métamoteur et pourquoi en fait c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple d'être écologique parce que je fais une recherche sur Ecosia, par exemple. Et que les choses, elles sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'internet n'est pas forcément binaire, même si on est sur de l'informatique. Et la complexité de tout ça et naviguer dans tout ça est très complexe, et c'est en ça que moi j'aime l'aspect Digital Humanities, parce qu'on a parlé de l'aspect recherche, mais il y a aussi l'aspect responsabilité. Qu'est-ce que je mets en ligne? Pourquoi je mets en ligne? Moi, dans mon champ d'action, c'est quel niveau d'information, quelle exigence sur les informations que je produis, je vais avoir avant de les mettre en ligne. Et typiquement, tu vois, par exemple, des gens comme, Google, voilà, ils ont fait des communications sur, le fait qu'ils modifiaient, enfin, qu'ils influençaient leurs algorithmes et leurs, moteurs de recherche pour aller vers de la recherche, de la lutte contre la désinformation. Et pour ce faire, il faut que, ton site, il soit ça devient des critères de référencement en quelque sorte, de dire: «Il faut que ton site, il soit d'autorité, il faut montrer l'autorité, il faut qu'on cite les sources, il faut qu'on montre des biographies». Mais en fait, tout ça, ce ne sont que des codes finalement d'identification, et ça redevient encore des patterns et des modèles, enfin dans tous les sens. Et je pense qu'il y a un peu cet aspect où c'est juste en comprenant ça qu'on peut prendre du recul par rapport à ses actions, et pas juste de dire: «Ah oui, il faut faire un titre de tant de caractères pour être bien référencé». Oui, mais pourquoi? Pourquoi qu'est-ce qu'un mot-clé? Déjà, qu'est-ce qu'un mot-clé? Qu'est-ce qu'une requête? C'est pas forcément si évident pour tout le monde, et même parmi les professionnels du search, en fait. Tu parlais de une chaîne de caractères n'est pas forcément un texte. Il y a l'aspect où tu vois un titre est pas forcément un titre, quoi. Est-ce que on a eu la web sémantique, on a eu plein de choses, on a eu des choses très à la mode, tu sais? Nous avons connu tous les 2 l'avènement du web 2.0. Oui, c'est comme ça Oui. que nous sommes connus d'ailleurs. C'est beau, C'était le web 2.0. c'était le web 2.0 avec des formulaires qui étaient des forums. Heu, c'est et maintenant on C'était un a autre monde, c'était X. un autre monde. Ouais, maintenant on a TikTok, quoi. Non, non, mais blague à part, c'est vrai que quand on essaie de regarder les changements de pratiques, les forums qui étaient très communs dans les années 2000 ont Mmh. complètement disparu de la circulation. Bah, c'est Euh, Reddit. oui, c'est Reddit, c'est Discord, Discord, Quora. c'est un savant mélange entre le forum et le chat IRC. Mmh, Euh, mmh, mmh, mmh. c'est à la fois synchrone et asynchrone, c'est assez intéressant comme système. Mais oui, oui, oui. J'ai l'impression qu'on pourrait passer, longtemps, à discuter de tout ça. Hem, Déjà, si les personnes qui nous écoutent, ou regardent éventuellement la rediffusion, comprennent ce mon ordinateur pense que j'ai actionné souris. Tout à fait. Et a priori, il essaye de reconnaître ce que tu es en train de chanter. Ah, l'intelligence artificielle. Alors ça, je ne coupe pas au montage parce que c'est une très belle illustration en termes de schéma.
Eh beh, bah, désolée pour toi, Cyrien, mais j'en ai perdu le fil. Oui, typiquement, si les auditeurs, voient de quoi on cherche à parler, heu, arrivent à visualiser ce qu'est la discipline humanité numérique, en quoi ça a un intérêt et puis surtout, j'ai vraiment envie que les personnes qui écoutent, puissent avoir cette curiosité d'aller voir ce que c'est, hem, en quoi c'est intéressant et en quoi c'est un domaine, incroyablement vaste et je dirais passionnant, mais je suis totalement biaisée. Si tu as des petits conseils, pour s'initier aux Digital Humanities? Bah, je dirais que si les personnes sont motivées à regarder un petit peu ce qui est publié dans des journaux ouverts, à du type, bah, JDMDH dont on a parlé tout à l'heure, la revue Humanistica, la revue Digital Humanities Quarterly, DHQ, qui Mmh. sont 3 revues ouvertes, qui ont chacune, pardon, des, des biais différents en termes de ce qu'ils traitent. Il y a aussi, si les personnes sont plus intéressées par qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA dans les humanités, ou en Ouais, tout cas du calcul, il y a la conférence qui s'appelle CHR, Computational Humanities Research, dont les actes sont publiés quasiment instantanément et qui a déjà, je crois, 4 actes de publiés, si je dis pas de bêtises, où il y a des choses très intéressantes. Moi, la dernière fois, je crois que le prix du meilleur article il a été attribué à, alors je vais dire quelque chose vraiment de mémoire, c'était quelqu'un qui travaillait pour Deezer de mémoire, qui avait été stagiaire chez Deezer et qui avait essayé de voir comment des choses se propageaient dans les populations en termes de goût. Ça fait vraiment, c'est pas du tout ma spécialité, ça fait 4 mois que j'ai pas lu l'article, donc je m'en souviens pas exactement. Mais globalement, avec des questions de base de données d'utilisateurs et de voir quelles étaient les différences culturellement entre différents mmh. pays, quelles pouvaient être les différences entre Nous, on la appelle ça province une et étude de Paris. marché. Une étude de marché, on appelle ça chez nous Ouais, et mais du ouais, coup, c'était intéressant parce que c'était vraiment, il y avait une petite dimension humanité qui était donnée, où euh, des trucs, moi, qui m'intéressent personnellement, qui sont la reconnaissance automatique de texte des manuscrits. ouais. Où avec une équipe de collègues, on a essayé de voir ce qui se passait avec des termes les termes de l'amour et de la guerre sur, je sais plus, c'est 400 ou 500 ans du Moyen Âge français, et de voir s'il y avait des pics qui correspondaient avec de l'amour, avec des périodes de bien-être financier, de De stabilité paix et politique, de etc. Voilà, non-famine, tu veux dire? exactement. Euh, alors les résultats sont plutôt des résultats préliminaires. Il y a pas de conclusion de fait dans l'article, mais parce qu'il y a toujours des problèmes de biais justement dans les données. Mmh. Mais pour la première fois, il y a quelqu'un qui a travaillé sur un corpus de 40 millions de mots en ancien français. Ça c'était jamais vu avant. C'est le plus gros corpus qui a été publié parce qu'on a réussi à transcrire automatiquement X centaines ou X centaines, pardon, de manuscrits. Et Ouais. ça c'est nouveau, ça. Et c'est cool. Ouais, j'aime bien cet aspect un peu, comme disent les anglophones, trailblazing, hein, un peu, pionnier, ce côté où on a un peu en constante recherche et développement, Mhm. et ça apporte une certaine satisfaction, une bonne dose d'endorphine lorsqu'on arrive à mettre en place, le modèle, faire l'analyse, trouver la conclusion, trouver le petit truc, même qui paraît pas, incroyable comme constat, mais on sait qu'on l'a trouvé parce qu'on a pris, le parti d'avoir une certaine méthode et c'est Digital Humanities, vous prenez la tête, mais ça vous met de bonne humeur à la fin, de temps en temps.
Et je vais juste rajouter un exemple de ça, tu sais, tout à l'heure tu as parlé de hacker, puis on s'est beaucoup concentré sur le texte, mais il y a Ouais, aussi maintenant un mouvement du côté de l'image, parce que maintenant on commence à avoir les capacités de calcul. Il y a 5 ou 10 ans, c'était inimaginable de faire ce que je vais mentionner, mais on a les capacités de faire ce qu'on appelle plus ou moins du distant viewing, c'est-à-dire regarder des œuvres visuelles à distance, faire des statistiques là-dessus ouais, et contourner l'usage des outils pour faire des recherches sur des corpus visuels énormes. Il y a une chercheuse qui s'appelle Lauren Tilton qui a travaillé par exemple sur euh, qu'est-ce qui fait que euh, Ma sorcière bien-aimée est d'accord, perçue comme une série qui est plus féministe potentiellement, plus féminine qu'une autre série qui potentiellement. était globalement beaucoup moins connue en France, qui est une série américaine. Mais les deux séries étaient des séries qui étaient des séries éponymes féminines. Et en fait, ils ont appliqué des simples outils de détection de personnages sur toutes les scènes. Mhm. Regarder qui était de dos, de face, etc. Et ils se sont rendus compte que dans Ma sorcière bien-aimée, le personnage éponyme est bien le personnage principal, statistiquement sur tous les épisodes, sur toute la série, et que les hommes, ils sont en fait assez minoritaires d'une certaine manière. Tandis que dans l'autre série, dont je me souviendrai pas du nom, parce qu'elle est vraiment pas connue en France, en tout cas pas connue dans la génération, Ma sorcière bien-aimée, ça avait été rediffusé dans les années 90. Euh, et l'autre série, le personnage est peut-être le troisième ou quatrième plus important des personnages. C'est le mari qui parle le plus et qui est plus présent plutôt, En termes graphiquement. d'exposition, Ouais. Et ça, tu vois, d'accord. c'est pas du texte, parce qu'on a parlé beaucoup de texte, mais il y a aussi de l'image. Et ça, c'est nouveau. Et donc, quand on va pouvoir commencer à traiter les photographies, les films, les masses de films qu'on a, ou de séries qu'on ne peut pas regarder, parce qu'on peut binge-watcher une série, si on doit binge-watcher toutes les séries des années 60 pour regarder un petit peu ce qui s'est passé comme évolution sur la présence de la femme à l'écran, Mhm. en fait, juste humainement, on n'a pas le temps de regarder Ouais. toutes ces séries. Oui, faire des stats, par exemple, sur, typiquement dans Le Seigneur des Anneaux, le nombre de fois, je crois il y a un mème comme ça, où le nombre de fois, qu'un personnage féminin parle à un autre personnage féminin, ça dure, 4 secondes, un truc comme ça, sur toute la trilogie et que et mais voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, et là encore, je pense que c'est aussi ça fait partie des études qui sont intéressantes, aussi socialement, enfin, par rapport aux causes, sociales aujourd'hui, contemporaines, de se rappeler de voir aussi l'évolution qui a été faite, et qu'en fait on part il y a certains domaines, certes, il y a plein de choses qui sont perfectibles, mais on part aussi de plutôt loin, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Mot de la fin sur Bref, hein, l'histoire de la femme. c'est terrible. Non, mais c'est C'est super. En vrai l'histoire de la femme peut être pas mal bouleversée avec ses approches statistiques, je pense, si les Oui, et choses puis sont bien faites. même d'un point de vue géographique, j'ai lu un livre extrêmement déprimant il y a pas longtemps, qui s'appelle, No Longer Human sur la version anglophone. Je crois qu'en français, ça s'appelle La déchéance d'un homme. Je ne saurais te donner le nom japonais. C'est un roman japonais. En fait, c'est le plus gros best-seller du Japon en roman. Et justement, ça a été écrit et publié à la fin des années 40, 40-50, quoi. Et déjà, tu vois, la société des années 50 occidentale est de temps en temps soumise à critique, hein, sur cet aspect Ma sorcière bien-aimée qui est une femme au foyer, etc. Euh, dans les sociétés orientales, on n'en était pas encore déjà à ce stade-là non plus, quoi. Parce que Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, elle pourrait avoir un travail, par exemple. Et c'est juste qu'elle le fait pas. Mais elle a pas envie. Mais bref, c'est d'autres Mais sujets. elle est trop cool, Samantha. Pardon. Elle est trop cool, elle est beaucoup trop cool. Et mais la place de la femme dans ce roman,
Au début, tu vois, je lisais avec mon œil de 2024, je disais: «Ah ouais, quand même, terrible, quoi» et s si ce roman avait été publié en 2024, limite, ça aurait pu devenir le sujet ou un sujet. Il y aurait eu un petit scandale et cetera. Mais en fait, c'était tellement illustratif d'une, forme de représentation de la femme et d'une forme de considération de la femme qu'on avait à une certaine époque, dans une certaine société, par un certain type de personne qui vient d'une certaine classe sociale, et cetera. Parce qu'il faut pas oublier que dans une société, il y a aussi des groupes différents, évidemment. Hem et bah, ça serait hyper intéressant à analyser, de se dire: «Ouais, effectivement, c'est terrible, mais ça correspond à une époque aussi» et j'aime bien le fait de ne pas oublier, d'apprécier aussi les évolutions qu'on a pu avoir sur certains domaines. Bah, c'est le travail des études littéraires et historiques, hein, je pense. C'est Exactement, c'est de remettre en contexte, remettre constamment. en contexte. Eh bien, merci pour cette remise en contexte, en tout cas, de ce que sont les humanités numériques. Si vous êtes intéressé par ce domaine, vous pouvez aller, voir les différents sites internet qui ont été cités, que je remettrai dans les différentes, descriptions sur, la plateforme de votre choix où vous pourrez consulter ce podcast qui va être donc, disponible à la fois sur YouTube, Spotify et Apple Podcast, puisque Google Podcast n'existe plus, n'est-ce pas? Et depuis quelque temps, pas longtemps et autrement, vous pouvez, aussi, contacter Thibaut si vous êtes vraiment intéressé, mais c'est quand même un homme occupé, donc contactez-le de façon, utile et agréable. C'était le podcast Euphonie, qui est le podcast du laboratoire éditorial de l'agence Assonance et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, sans Samantha de Ma sorcière bien-aimée, malheureusement. Merci Thibaut. Merci, c'est Pai Wang. Au revoir. Très Au bien revoir. prononcé, très, très bien prononcé. Au revoir, à bientôt.